9 mois après l'annonce des promesses de Bruxelles, les premiers euros tombent. 40% des 3,2 milliards d'euros promis au Mali par les bailleurs de fonds sont désormais disponibles. Annonce faite cet après-midi lors d'une rencontre à la primature avec les membres de la Troïka. L'éducation avec le démarrage des travaux d'un lycée pour 4 cercles du Mali, projet subventionné par l'AFD qui débloque 5 milliards de francs CFA. La culture, Festival du désert, la caravane est à Djibo, à 205 km de Ouagadougou, Burkina Faso. Sur place, quelques 10 000 réfugiés maliens seront bercés par les mélodies du terroir. On fera une immersion dans cette ambiance et ce sera avec nos envoyés spéciaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommet de l'Union africaine s'est achevé aujourd'hui après 2 jours de travaux, un rendez-vous surtout marqué par la situation en Centrafrique et au Sud-Soudan. Le président de la République, qui a pris part à ce 22e sommet, a eu parallèlement plusieurs autres activités, au nombre desquelles cette audience accordée à une forte délégation des Nations Unies conduite par le vice-secrétaire général des Nations Unies. Et c'est la situation au Mali qui a dominé les entretiens. Nous écoutons Hervé Latsou. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Addis Abeba, à Ouitouré, Adama Kamara. Le vice-secrétaire général et le président sont tombés d'accord sur le fait que plus que jamais, il fallait travailler ensemble pour trouver les bons moyens pour sortir le Mali de manière durable de ce qui a provoqué cette crise des dernières années. Et pour cela, la réconciliation nationale est quelque chose qui est absolument majeur. Toute la communauté internationale la soutient et les Nations Unies restent à côté du gouvernement malien pour avancer dans cette voie. On a entendu la semaine dernière les Nations Unies qui sont en train de mettre la pression sur le Mali pour l'ouverture des négociations. Oui, je crois que c'est un point qui est important. L'accord préliminaire de Ouagadougou le 18 juin l'an dernier prévoyait une feuille de route avec des échéances. Ces échéances ont été dépassées maintenant pour toutes sortes de raisons, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de temps et commencer à songer activement à un calendrier qui sera, je crois, dans l'intérêt de toutes les parties maliennes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va faire, à partir du 2 février, une visite officielle au Mali. Le président nous a assuré qu'il lui serait fait le meilleur accueil. Je crois que c'est l'occasion pour le Conseil, il le fait assez souvent, de se rendre sur le théâtre de certaines opérations de maintien de la paix pour mesurer les progrès qui ont été accomplis. Et il y en a beaucoup à mesurer, effectivement, et puis aussi pour passer les messages à tous les acteurs. Et je pense que, sans vouloir parler pour le Conseil de sécurité, mais ce message sur la nécessité d'avancer sur ce dialogue inclusif et cette réconciliation, je pense que ça fera partie de ce que diront On a l'impression que les Nations Unies sont fâchées avec le Mali. Absolument pas. Non, il y a eu certaines petites incompréhensions. On s'en est expliqué, oui, bien entendu, on s'en est expliqué, et il n'y a plus de problème s'il n'y en a jamais eu. Non, la relation est bonne et nous comptons sur la poursuite d'une bonne coopération pour que nous puissions faire le job qui nous a été assigné. Elles sont également très actives à Addis Abeba, les premières dames d'Afrique. Aujourd'hui, leur organisation a tenu une conférence au cours de laquelle elles ont fait le bilan des actions menées dans leurs pays respectifs en matière de lutte contre le sida et fait des propositions pour améliorer notamment l'accès aux soins de qualité aux femmes et aux enfants. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, a préparé cette rencontre. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Ndeye Sissoko, Abdul Salam Bambara. Regroupées au sein de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida OPDAS, les épouses des chefs d'État sont déterminées à améliorer la santé de la mère et de l'enfant pour une génération sans sida. Elles se sont donc engagées depuis 2002 à lutter sans relâche contre la pandémie. Et depuis, elles profitent de chaque sommet de l'Union africaine pour faire le point des avancées et voir comment améliorer davantage les conditions de vie, notamment des femmes et des enfants. En Afrique, les femmes sont les plus touchées par le VIH-Sida. Elles représentent, selon les chiffres de l'OMS, 58% des personnes vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne. Fort heureusement, les actions de l'OPDAS ont permis de diminuer considérablement les infections chez les femmes enceintes ainsi que la transmission mère-enfant dans les pays membres de l'OPDAS grâce à l'appui de l'ONU-SIDA. Cette rencontre avait pour thème « Zéro infection » à travers l'accès aux soins de santé des femmes et des enfants.
Pour atteindre cet objectif, la présidente de l'OPDAS est revenue sur l'importance de l'implication des premières dames. Mes sœurs premières dames, cet engagement des chefs d'État du continent doit nous interpeller au plus haut niveau, parce que nous sommes les mères de nos nations respectives. Et à ce titre, nous devons faire bouger les lignes en nous appropriant ce thème pour aider l'Afrique et les dirigeants africains à éradiquer ce mal qui prive l'Afrique de ses bras valides. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons lancé la campagne pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant dans nos pays. Nous devons la poursuivre en veillant tout particulièrement sur l'accès aux services de santé et pour la mère et pour l'enfant, mais aussi pour les jeunes en âge de procréer. Après plus de 10 ans aux côtés de l'Union africaine dans la lutte contre la maladie, l'OPDAS a souhaité concrétiser ce partenariat à travers la signature d'un accord afin que l'OPDAS soit partie intégrante de l'Union africaine et puisse entre autres bénéficier des 2 milliards de dollars mis à la disposition de l'Afrique par le Fonds mondial. Notons que la rencontre 2014 de l'OPDAS a enregistré l'arrivée de 2 nouvelles premières dames, celle du Mali et celle de Madagascar. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, a remercié ses sœurs pour l'accueil chaleureux. Elle en a profité pour communiquer les résultats positifs enregistrés au Mali dans la lutte contre le sida. Les sites de dépistage sont passés de 22 sites en 2003 à 396 en 2012. Les sites de prise en charge sont passés de 3 sites en 2001 à 83 en 2013. Le taux de prévalence nationale a chuté de 1,7% en 2001 à 1,1% en 2012. Notre engagement va aller dans le sens de la sensibilisation, de l'éducation. L'éducation permet en tout cas de progresser par rapport à la lutte contre le VIH ou d'autres maladies, contre le palu. J'espère que main dans la main, comme il a été dit, en nous engageant, nous les premières dames, mais d'abord nous les femmes, nous les mères, parce que lorsque vous êtes mère, vous avez ce droit d'éducation des enfants. Les premières dames d'Afrique, ayant conscience de l'ampleur considérable de leurs tâches, proposent que les mesures préventives soient appliquées de façon effective afin de faciliter davantage l'accès aux services de santé pour les femmes et les enfants. Tout en posant pour la photo de famille, elles se sont engagées à organiser chacune dans son pays des campagnes massives de sensibilisation pour un continent libéré du sida. L'Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida OPDAS a son siège en Namibie. Quant à la prochaine élection pour la présidence de l'organisation, elle aura lieu en 2015, nous signalent nos envoyés spéciaux. Une délégation de la Fédération internationale de villages SOS s'est entretenu cet après-midi avec le Premier ministre Omar Tatamli, ici à Bamako, occasion pour les hôtes du chef du gouvernement de saluer les efforts des autorités maliennes en faveur de la promotion et de la protection des droits des enfants, surtout ceux des villages SOS. Nous écoutons la directrice générale de la Fédération internationale du village SOS au micro de Bourama Traoré. Le premier objet, c'est l'inauguration du nouveau village à Kay. Mais en grand plan, l'objectif est de féliciter l'association malienne et le peuple de Mali pour le réussite de développer 4 villages SOS, villages d'enfants dans ce pays. Nous sommes du niveau de Fédération internationale très fiers et nous apprécions beaucoup la qualité du travail dans les SOS villages d'enfants dans ce pays. On prend en charge de plus de 600 enfants dans les villages, dans les familles, et plus de 4000 enfants dans les programmes de famille, de support de famille. Et je pense que c'est un soutien pour le peuple de Mali. Et à l'autre côté, le peuple de Mali soutiennent notre travail et ensemble on réussit. Nous avons discuté la coopération en large plan, mais aussi le développement en futur, parce que si nous prenons les enfants maintenant dans le village d'enfants à Kay, on doit penser à l'éducation scolaire des enfants
et on a discuté comment on peut réussir ça ensemble. 40% des 3,2 milliards d'euros promis au Mali par les bailleurs de fonds ont été décaissés. Promesse faite, c'était lors de la réunion des donateurs tenue le 15 mai 2013 à Bruxelles. C'est ce qui ressort d'une rencontre qui a réuni cet après-midi autour du Premier ministre, les membres de la Troïka et certains membres du gouvernement. La rencontre prépare une autre réunion des donateurs qui se tiendra au mois de février prochain à Bruxelles, une rencontre à laquelle prendra part le chef du gouvernement. C'est un reportage de Bourama Traoré. Autour du Premier ministre Oumar Tatamli, certains membres du gouvernement et ceux de la Troïka. Entendez là les partenaires techniques et financiers. Ensemble, ils font le point des 3,2 milliards d'euros promis au Mali lors de la réunion des donateurs le 15 mai 2013 à Bruxelles. 9 mois après cette réunion, le décaissement s'est fait à la satisfaction des autorités maliennes. Les résultats de ce point de vue-là qui nous ont été présentés aujourd'hui sont tout à fait intéressants, puisque le point qui a été fait des annonces de Bruxelles indique que dans 1900 milliards, 1902 exactement, qui ont été annoncés. Sur ce montant, 1400 milliards ont déjà fait l'objet de conventions de financement, d'accords de financement ont été signés, donc les montants ont été engagés. Et sur ce montant de 1402, 767 milliards ont déjà fait l'objet de décaissement. Donc on est à des niveaux de décaissement qui sont tout à fait significatifs. En 9 mois, nous sommes ainsi parvenus à des niveaux d'engagement de ressources tout à fait élevés et de décaissement effectif qui sont tout à fait importants. Au total, 40% des 3,2 milliards d'euros ont été décaissés. Le fonds permettra au Mali de relancer son économie, de faire face aux défis de la reconstruction et de la réconciliation post-crise notamment. Les partenaires techniques et financiers se réjouissent du respect de certains engagements pris par le Mali, parmi lesquels l'organisation des assises nationales sur le Nord, les états généraux de la décentralisation et le combat engagé contre la corruption. Je voudrais quand même aussi souligner que, à part des chiffres, ce qui est aussi très important dans cette phase sortie de crise, qu'on se coordonne bien, d'abord entre les PTF, secondo avec le gouvernement de Mali, pour avoir un bon sens sur les priorités, donc pour être capable de travailler efficacement. Et à cette but servent les réunions que nous avons et qui était une initiative excellente du Premier ministre. Et donc la première réunion qu'on a eue cette année 2014 était d'une importance, tenant compte du fait que la conférence de Bruxelles va se passer la semaine prochaine. Le Premier ministre Oumar Tatamli conduira la délégation malienne à la réunion de Bruxelles 2 prévue ce mois de février. Une réunion qui vise à faire le point des promesses de dons et de dégager de nouvelles stratégies en vue d'accélérer le processus. À l'invitation de Zarabi Ould Sidi Mohamed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, une délégation du Conseil de sécurité conduite par l'ambassadeur représentant permanent de la France, Gérard Haro, effectuera du 1er au 3 février prochain une visite de travail dans notre pays. La dite visite entre dans le cadre d'une pratique du Conseil de sécurité consistant à se rendre dans les pays qui sont dans son agenda. Et depuis 2000, durant son séjour, la délégation sera reçue en audience par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumar Tatamli. La délégation aura une séance de travail avec plusieurs membres du gouvernement et rencontrera également d'autres personnalités et structures comme les autorités religieuses, les associations de défense des droits de l'homme, la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, Serval, l'UTM et les représentants des groupes armés signataires de l'accord de Ouagadougou. Une conférence de presse conclura la mission. L'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants des écoles communautaires, un combat que veut gagner la coalition Éducation pour tous. Ses membres étaient reçus ce matin par le président du Haut Conseil des collectivités, des entretiens dominés par une seule préoccupation, avoir un appui fort du président Oumaro Ag Mohamed Ibrahim Aïdara et de son institution à leur coalition. Maïga Kadi Babi est la présidente de l'Éducation pour tous. Elle est au micro de Mohamed Diarra. Dans le cadre de la décentralisation, les collectivités sont responsables des écoles.
À ce titre-là, ce sont les collectivités qui recrutent les enseignants, n'est-ce pas, à la base. Et nous essayons de voir comment est-ce que, dans le cadre de ce recrutement, ils peuvent aider les enseignants des écoles communautaires à accéder à un autre statut. Parce que les enseignants des écoles communautaires jusqu'à présent sont en fait recrutés par les communautés avec des conditions de travail très difficiles, comme vous le savez, et qui sont cependant obligés d'appliquer le même curriculum que leurs homologues sortis des IFM. Nous pensons que c'est une situation d'iniquité. Cela n'est pas juste. À travail égal, salaire égal. Donc, et en plus de cela, ces enseignants, nous en avons énormément besoin parce que, vu leur nombre, le Mali ne peut même pas se permettre aujourd'hui de se passer d'eux. Donc nous pensons que le mieux, c'est de les motiver, n'est-ce pas, à bien faire leur travail. Alors, après cette rencontre, quel a été le soutien ou l'accompagnement que le président du conseil a fourni? Ok, nous avons exposé au président le programme en général, un programme d'ailleurs qui intervient dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Nous avons exposé au président ce que nous avons eu à faire jusqu'à présent, par rapport aux avancées également que nous avons eues avec les autres départements, notamment le département de l'éducation et puis de l'administration territoriale. Nous avons demandé au président de nous appuyer auprès de ces institutions. Alors, le programme est orienté vers le sud et le nord. Nous avons commencé au sud parce que c'est le sud qui est accessible pour nous maintenant, qui est beaucoup plus stable. Mais ce que je dois dire, même si nous menons les actions au niveau du sud, les données qui sont prises en compte dans le cadre du programme constituent le niveau national. Et nous restons dans le chapitre éducation avec bientôt des lycées pour les cercles de Tomignan, Djéné, Baroueli et Gourma-Rarousse. Les travaux de construction subventionnés par l'Agence française de développement à hauteur de 5 milliards de francs CFA viennent d'être rétrocédés au Conseil des cercles concernés. Les documents ont été signés ce matin au ministère de l'Éducation. Par la même occasion, le lycée Bouyagui Fadiga bénéficiera lui aussi d'un appui pour sa réhabilitation. C'est un reportage de Agali Aguissa. Le rapprochement de l'école des apprenants est l'une des ambitions des autorités scolaires. Le programme d'investissement pour le secteur de l'éducation, qui est à sa 3e phase, s'inscrit dans ce cadre. Et pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, l'Agence française de développement apporte une subvention de 5 milliards de francs CFA pour la construction de 4 établissements de l'enseignement secondaire général dans 4 cercles du Mali et la réhabilitation du lycée Bouyagui Fadiga dans le district de Bamako. Le projet PIS 3, qui nous rassemble, s'élève à 8 millions d'euros. Sa principale composante, de 5 millions d'euros, concerne la construction et l'équipement de 4 lycées dans les cercles de Baroueli et Tomignan, région de Ségou, Djéné, région de Mopti, et Gourma-Rarousse, région de Tombouctou. Cette composante comprend également le lycée Bouyagui Fadiga, qui bénéficiera, dans le cadre de ce concours, de la réhabilitation complète des bâtiments existants, de la reconstruction et l'extension d'un bâtiment de 6 classes et la construction de 4 blocs de 8 latrines. Pour chacun de ces lycées, le projet prévoit la fourniture de tous les mobiliers. Au total, environ 3000 élèves bénéficieront de la construction et de l'équipement de ces nouveaux lycées. La signature des accords de cession des travaux de construction de ces établissements au Conseil des cercles concernés coïncide avec la fin du premier programme décennal. Nous nous acheminons maintenant vers l'élaboration d'un nouveau programme décennal qui certainement va être élaboré au cours de cette année 2014. Nous avons aussi décidé de concevoir un programme intérimaire qui va assurer la transition entre le programme décennal que nous achevons et le nouveau programme que nous allons élaborer. Dans les deux cas, comme dans le programme décennal initial, la composante accès à l'éducation, donc construction des infrastructures scolaires, demeure une permanence. Le porte-parole des présidents du Conseil des cercles a remercié les autorités scolaires et l'Agence française de développement pour la rétrocession des travaux de construction des 10 établissements. Il a également réitéré l'engagement de ses pairs à respecter les délais des travaux dont la fin est prévue pour 2015.
Renforcement des capacités au niveau de l'éducation, c'est bien. Mesures d'amélioration des performances de votre télévision nationale également. L'ORTM qui étoffe son parc auto avec 5 nouveaux véhicules, des matériels roulants remis par l'UNICEF, et cela dans le cadre du plan d'action du programme de coopération UNICEF gouvernement malien. Mohamed Ould Mamouni. Les véhicules que l'ORTM vient de recevoir de l'UNICEF sont de marque Toyota, type Hilux, de modèle pick-up. Ils sont destinés à la radio rurale ainsi que 4 stations régionales, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. Avec la crise qu'a connue notre pays, l'ORTM a payé le lourd tribut, nous dit Gianfranco Rotigliano, représentant de l'UNICEF au Mali. La crise a frappé fort, les voitures sont parties et pas seulement ça. Il y a eu beaucoup plus que cela. Il y a eu aussi un désengagement d'un certain côté. C'était plus facile, ce n'était plus possible de travailler comme on le faisait avant. Et donc on est là maintenant pour chercher de reconstituer la capacité et aussi redonner la confiance. Ces véhicules tout-terrain viennent à point nommé pour qui connaît les difficultés que l'ORTM rencontre tous les jours pour faire face à ces missions. Les bénéficiaires ne peuvent que se réjouir d'une telle initiative. Nous saluons le dynamisme de la coopération entre l'UNICEF et le gouvernement de façon générale et l'ORTM de façon singulière. J'exhorte la direction de la radio de faire un très bon usage de cet outil et de leur dire aussi l'appui du gouvernement pour continuer à renforcer les outils de travail. Ces véhicules remis par l'UNICEF au ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pour l'ORTM serviront à renforcer les productions et diffusions d'émissions éducatives, radiophoniques et télévisuelles conformément à la grille de l'ORTM. Comment se porte l'hôpital du Mali, ce fruit de la coopération sino-malienne inaugurée en 2010? Certainement, une question que se posait le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui s'est justement rendu cet après-midi sur place. Ousmane Koné y avait le tour et c'était pour voir les conditions de travail du personnel, l'état des équipements, disons le fonctionnement général. Rachel Tessougué. L'hôpital du Mali est doté d'un nouveau centre de radiothérapie. La création de ce centre se justifie par la fréquence des hospitalisations des malades atteints de cancer dans les hôpitaux de 3e référence et les évacuations sanitaires à l'extérieur du pays, dans un contexte marqué par la rareté des ressources. Le centre de radiothérapie est équipé d'un accélérateur linéaire efficace pour le traitement du cancer. Nous dirons que le centre est prêt pour démarrer les activités. Pour ce qui est de l'équipement, pour ce qui est du personnel, toutes les formations nécessaires ont été faites, les équipements ont été testés et ils sont prêts pour pouvoir démarrer le centre. Nous avons une partie des consommables, nous attendons simplement de compléter les consommables pour démarrer les activités au niveau de ce centre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique promet de tout mettre en œuvre pour que le centre de radiothérapie puisse fonctionner très prochainement. Nous avons constaté que le centre est encore très bien entretenu. Nous espérons que d'ici quelques semaines, peut-être au maximum dans 2 mois, nous aurons rempli toutes les conditions pour pouvoir recevoir le premier malade en traitement. Il y a quelques produits que nous avons commandés. Il y a les consommables, il y a quelques équipements complémentaires que nous avons commandés et qui vont arriver incessamment pour permettre le démarrage effectif. Le nouveau centre de radiothérapie dispose actuellement de 2 salles de consultation, d'une salle pour les examens de scanner et d'un bunker pour le traitement. L'hôpital régional Fousséine Ndaou de Kaïlu renforce son plateau technique avec l'acquisition d'un nouveau matériel chirurgical. C'est un don d'un opérateur économique de la région d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. Le matériel qui a été officiellement remis ce vendredi matin aux responsables de l'hôpital devra permettre à l'établissement d'améliorer la qualité de ses prestations. Correspondance Mahamadi Alioubari. C'est suite à la prise en charge chirurgicale de son neveu que le président directeur général de la HFTP, Seydina Aliou Badra Diallo, s'est rendu compte de la nécessité de venir en aide à l'hôpital Fousséine Ndaou à travers le renforcement du plateau technique, car malgré la volonté affichée des praticiens, l'hôpital manque de matériel chirurgical. Je décide d'offrir au nom de ma société un matériel médical
Et nous espérons que les responsables médicaux et l'ensemble des collaborateurs de santé ils vont faire de bons usages. Ce lot d'équipements d'une valeur estimée à plus de 60 millions de francs CFA est composé entre autres de 3 boîtes de hernie, 2 boîtes de traumatologie générale, un dermatome électrique, 2 aspirateurs chirurgicaux, un respirateur d'anesthésie et 3 batteries et blocs de secours pour SCL. Le directeur adjoint de l'hôpital Foussendao ainsi que le chef de l'exécutif régional ne cachent pas leur satisfaction du travail abattu par la SFTP. Je voudrais pour ma part rassurer monsieur le gouverneur de la région de Caille que les équipements reçus seront utilisés à bon escient dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité des soins. C'est un geste assez rare à souligner. Donc je voudrais encore une fois me réjouir de ce geste-là, le féliciter, le remercier. J'en appelle donc à tous ceux qui sont dans la capacité de faire de pareilles contributions, parce que c'est comme ça qu'on peut développer notre terroir. Ce lot d'équipements constitue la première tranche du don, selon Sedna Aliou Diallo, qui attend les références d'un nouveau scanner qu'il compte offrir à l'hôpital Foussendao. Le cercle de réflexion et d'échange du Nord Créneau a mis à profit les festivités de célébration du Maouloud pour tenir ses assises sur le dialogue intercommunautaire dans la cité des 333 Saints à Tombouctou. Vous voyez donc les images. Et en marge de cette rencontre, le Créneau, en partenariat avec la Fondation Sidi Boubacar Bali, a procédé à la pose de la première pierre d'un centre de santé communautaire dans la commune urbaine de Tombouctou. La journée nationale de la salubrité sera lancée le 22 février prochain dans toutes les capitales régionales de notre pays. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. C'était lors de la rencontre avec les directeurs régionaux de l'assainissement, du contrôle des pollutions et nuisances. Au centre des échanges, les préoccupations actuelles du gouvernement en matière d'assainissement. Nuhu Sissoko. L'assainissement figure en bonne place dans l'agenda du gouvernement. C'est pourquoi le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement mobilise ses troupes pour réussir la mission à lui confier. Ses interlocuteurs du jour ont été édifiés sur les orientations des autorités pour améliorer notre cadre de vie. Vous avez suivi les différents messages de son Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant l'assainissement. Lorsque le Président donne des instructions, des orientations comme ça, je pense que nous, au niveau du département, nous avons le devoir impérieux d'agir, de traduire tout cela en actes concrets. Déjà à Bamako, un programme dit d'urgence est en cours pour assainir la ville et le ministre d'inviter les régions à emboîter le pas à la capitale. Dégager les ordures aujourd'hui pour revenir à peu près à quelque sorte à une situation de normalité. Mais nous sommes aussi en train d'envisager des actions pour voir comment les ordures enlevées qu'elles ne puissent pas se reconstituer immédiatement. Le 22 février, je souhaite que dans chacune des capitales régionales, sous l'autorité du gouverneur de région, il y ait vraiment un lancement au niveau régional. Les services régionaux, en dépit de certaines difficultés, entendent gagner le pari de l'assainissement. Ces démembrements ont la volonté politique. Ils sont vraiment engagés à tout faire, à aider le gouvernement à traduire l'orientation politique en acte à leur niveau aujourd'hui. Cette rencontre fait suite à la réunion annuelle de la Direction nationale de l'assainissement tenue cette semaine à Sikasso. Le président du Conseil économique, social et culturel porte à la connaissance des membres du Conseil, des membres associés, et des invités que la cérémonie d'ouverture de la 9e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil aura lieu le lundi 3 février 2014 à 9h au siège de l'institution à Koulouba, mise en place terminée 8h30. Les séances plénières du Conseil économique, social et culturel sont publiques, conclut donc ce communiqué. L'obtention du permis de construire était au centre d'une réunion ici à Bamako. Au cours de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres l'application stricte de la loi en matière de procédure et de paiement du permis en fonction des zones, veiller à l'atteinte de l'objectif de
30 jours pour le délai de raccordement à l'électricité et à l'eau pour tous les demandeurs. La rencontre a été organisée par la cellule technique des réformes du cadre des affaires. C'est un reportage de Moussa Fane. C'est une rencontre qui visait à informer et à sensibiliser les professionnels du bâtiment et la société civile sur les réformes relatives à l'obtention du permis de construire. Pendant 2 jours, les participants ont formulé des recommandations, parmi lesquelles la nécessité d'appuyer les professionnels du BTP et leur responsabilisation, la création d'un guichet unique du permis de construire. L'atelier devra permettre de raccourcir le délai d'obtention du permis de construire. C'est des vrais professionnels qui nous ont fait part des difficultés qu'ils ont dans l'exercice de leurs fonctions, soit au niveau de l'État ou au niveau des entreprises privées ou bien au niveau des ordres professionnels, et des nouveaux besoins ont été exprimés par ces professionnels. L'autorisation de construire, il est octroyé au bout de 19 jours après soumission d'un dossier. Donc d'un dossier qui est clairement listé, donc qui va de la demande de l'autorisation jusqu'aux éléments techniques sur la parcelle. Le ministre délégué chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée s'est engagé à s'impliquer dans la voie du renouveau du secteur du bâtiment. J'ose donc espérer qu'après ces constats, nous serons tous résolument engagés à appuyer le comité mixte de suivi des réformes État-secteur privé dans la mise en œuvre des recommandations pertinentes que vous venez de faire pour inscrire davantage notre pays dans la voie du changement. Je prends l'engagement que mon département ne ménagera aucun effort pour conduire les réformes en général et celles du permis de construire en particulier, pour améliorer la pratique des affaires et rehausser notre position parmi les pays réformateurs en Afrique et dans le monde. Les permis de construire concernent les agglomérations de plus de 5000 habitants qui ont un schéma d'aménagement. Le dossier est constitué suivant l'usage du bâtiment. Inauguration cet après-midi des nouveaux locaux du commissariat au développement institutionnel, bâti sur 3 étages. Ce nouveau local vient donc renforcer les capacités de production du personnel de la structure. Il a été construit sous financement étatique avec l'aide du partenaire canadien. C'est un reportage de Nyanya Aloutraoré. Le commissariat au développement institutionnel CDI se dote d'un nouveau local conçu et construit pour répondre aux besoins des travailleurs. Le dit bâtiment inauguré est sur 3 niveaux. Il est composé de 14 bureaux, d'une salle de serveur, d'une grande salle de conférence et haute commodité. Réalisé par l'agence Urbadex, le nouveau bâtiment participe à l'environnement urbain de Bamako. Il s'harmonise par son style architectural aux anciennes réalisations de la structure. Ce projet d'extension des bureaux du CDI vient à point nommé, dira le commissaire au développement institutionnel. Lastine Boiré dit avoir le souci d'améliorer les conditions du travail de ses agents. Coût global de l'opération, 388 millions de francs CFA. Une partie financée sur budget d'État et l'autre prise en charge par la coopération canadienne. Présente à la cérémonie d'inauguration, la partie canadienne n'a pas manqué de montrer toute sa satisfaction. Selon Francine Proux, la participation de la coopération canadienne ne fera jamais défaut quand il s'agit de rendre les institutions maliennes plus performantes. Au conseiller spécial de la primature représentant le Premier ministre d'exhorter les travailleurs du CDI à plus d'ardeur et d'assiduité pour faire face aux défis du XXIe siècle. Pour rappel, le CDI a pour mission, entre autres, d'élaborer les éléments de la politique nationale de modernisation de l'État et des collectivités, d'apporter un appui à la mise en œuvre de la décentralisation et d'identifier les mesures de renforcement de la société civile. Merci Nyanya. On passe à autre sujet en prélude à la journée internationale de lutte contre l'excision prévue le 6 février prochain. Le ministère en charge des questions des femmes était ce vendredi devant la presse. Il s'agissait d'exposer aux hommes des médias le rôle joué par le gouvernement du Mali dans la lutte contre la pratique à travers le programme national. C'est un reportage de Mamourou Sidibé. Cette conférence de presse, initiée par le ministère en charge des questions féminines, avait pour but de partager avec les hommes des médias les acquis et les difficultés rencontrées dans la lutte contre l'excision au Mali. Consciente des défis de la protection et de la promotion des droits de la femme et de l'enfant, particulièrement l'abandon de la pratique des MGF, les autorités du Mali ont réaffirmé leur engagement par divers actes, dont la signature et la ratification, entre autres,
des conventions internationales, nationales et sous-régionales. Il s'agit, par exemple, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Parce que vous savez, quand la communauté... ont animé les débats, dont le suivi des villages d'abandon et l'épineuse question d'adoption de la loi interdisant la pratique. La prévalence tourne autour de 80%, donc il y a beaucoup à faire encore pour atteindre l'objectif de tolérance zéro au MGF excision. Le chemin qui mène à l'abandon total de la pratique est long et périlleux. La presse constitue alors pour le programme un grand soutien dans la diffusion de l'information et un vecteur important pour le changement des comportements. La coalition des associations féminines du Mali, CAFO, a lancé son projet Case de la paix aujourd'hui à son siège. Il s'agissait de créer un espace de dialogue entre les Maliens en vue de consolider le tissu social. La Case de la paix est financée par ONU Femmes à hauteur de 122 millions de francs CFA. Fatoumata Kone est allée voir pour moi l'actualité. Après les événements du nord, des Maliens ont besoin de se parler et de se pardonner. Cela pour faciliter la cohésion sociale. C'est dans cette optique que la CAFO a lancé son projet Case de la paix ou Oyesifa en langue soraï. C'est des vestibules, des lieux de rencontre, d'information, de sensibilisation, de partage. Mais aussi, les cases serviront d'espace de veille et d'alerte par rapport aux violences faites aux femmes et aussi par rapport à un lieu où les femmes pourront obtenir vraiment des appuis pour les activités génératrices de revenus. Les organisatrices se sont inspirées de l'expérience du Libéria, connue sous le nom de Peace Hat ou l'arbre à palabres. Ainsi, la Case de la paix s'étendra à toutes les régions du Mali. Une initiative de la CAFO soutenue par les autorités. Cette initiative de la CAFO pour reconstituer le tissu social constitue une lueur d'espoir pour le devenir de notre nation. Le développement de compétences des femmes en dialogue-réconciliation, le renforcement de la solidarité et de la cohésion, du leadership, de la culture de la paix et du vivre ensemble, la promotion des droits humains, y compris la promotion de la citoyenneté et de l'autonomisation des femmes, qui est notre credo aussi. La Case de la paix est un projet financé par ONU Femmes à hauteur de 122 millions de francs CFA. Les ministres en charge de l'aviation civile de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Niger se sont réunis les 25, 26 et 27 de ce mois à Nouakchott. Une initiative à l'effet d'asseoir des actions pratiques relatives à la création d'une compagnie aérienne commune ouverte aux différents pays de la sous-région. L'objectif visé est de renforcer les liens de coopération entre les États et améliorer la connectivité en vue de promouvoir les investissements, le développement du tourisme et les échanges culturels et commerciaux. Très par tout d'abord le collectif Cri de cœur a procédé hier au lancement officiel de son projet intitulé Alafia, dédié donc à la réconciliation et à la cohésion sociale. Profitant d'un point de presse, le président du collectif rappelle les actions menées dans les régions du Nord au compte de ce projet. C'est un reportage de Aluseni Touré. C'est officiellement en juin 2013 que le projet Alafia a été lancé. Il se propose de promouvoir la réconciliation entre les populations victimes de l'occupation. Cri de cœur, qui en est l'exécutant, est la première entité à mettre pied dans ces régions alors occupées. Pour ces jeunes qui ont été témoins des exactions, la réparation du tissu social demeure un impératif. Quand on a été sur le terrain, on a eu la chance et la malchance d'être là, vécu avec les populations, leur comprendre les difficultés qu'ils avaient. On a très tôt compris que si on ne fait rien, la crise a mis dans la poubelle tout ce que nous avons de valeur. Et le Mali, c'est comme un tapis qui doit s'aboter à sa mosaïque. Et le tricot Mali qui était fissuré, il suffit de tirer sur un fil pour que tout le reste là se détache. Il fallait travailler à reconstruire ce tissu. Si le collectif n'a pas médiatisé ses actions pendant la période électorale, c'est bien dans le souci d'éviter la confusion avec les acteurs politiques. Pourtant, beaucoup de réalisations sont à mettre à son actif. Ce programme-là a 4 volets. D'abord,
permettre aux gens de parler, dialogue intercommunautaire, intracommunautaire. Et puis, il y a une notion de justice sociale dont il faut parler. Et puis, le Mali, personne ne fera ça à notre place. On ne peut pas faire le Mali sans les Noirs, sans les Blancs, c'est toutes les ethnies. Et travailler à ce que demain, l'héritage, ce que nous avons connu, nos enfants ne le connaissent pas. Beaucoup de témoignages sont venus renforcer le crédit de cette jeune organisation qui ne fait plus aujourd'hui mystère sur ses ambitions nationales et même régionales. Festival du désert, la caravane de la paix est à Djibo. Djibo, c'est à quelques 205 km au nord de Ouagadougou, capitale de Burkina Faso. Dans la province du Sourou, les organisateurs du Festival du désert offrent 2 spectacles aux 12 000 réfugiés maliens. Des artistes tels que Arbi et Génération Tartagal du Maroc animent ces soirées. Nos envois spéciaux à Loutouré, Moïse Traoré. Reconnaissance et gratitude au gouvernement et au peuple burkinabé. Réconfort pour les Maliens réfugiés au pays des hommes intègres. La caravane de la paix du Festival au désert est à Djibo, à 205 km au nord de Ouagadougou, dans la province du Sourou. Ce soir, nos compatriotes du camp de Mentao, estimés à 15 000, ont droit à plusieurs spectacles. Par rapport aux étapes du Burkina Faso, l'idée c'est de jouer à côté des principaux camps. Si ce n'est pas possible de jouer dans le camp lui-même, au moins c'est un endroit le plus proche pour permettre aux réfugiés de participer à l'événement. Parce que comme on l'a dit, c'est destiné surtout à eux, façon de venir vers eux, leur dire qu'on ne les oublie pas, leur dire que les artistes pensent à eux et passer le message de paix et de réconciliation. Le groupe Génération Taragalt du Maroc sera sur scène avant ou après des artistes tels les cantatrices Aïra Arbi, Sadio Sidibé et la guitariste Mariam Kone. Ils se sentiront considérés par le peuple malien, par les autorités maliennes, par les artistes maliens. C'est vraiment pour la paix, c'est un espoir. Artiste originaire de Kidal, basé à Bamako, le groupe Amanar est également de la caravane de la paix. De montrer l'exemple que nous sommes, avec la diversité avec laquelle nous sommes arrivés. Je crois qu'ils comprendront que c'est le moment de retourner, il n'y a rien à voir. Dans 2 jours, soit le 31 janvier, les réfugiés du camp de Sanyogo rallieront le village opéra de Laongo pour un 2e concert. Laongo est à une 30aine de kilomètres de Ouagadougou. La caravane de la paix mettra alors le cap sur Bobo Dioulasso avant le festival sur le Niger à Ségou. Voilà l'ambiance musicale du festival dans nos éditions futures à Koulikoro. Le 4e bataillon baptisé Balanzan poursuit sa formation depuis le 6 janvier dernier. Après les modules de base pédagogique de leadership force, les 700 soldats ont reçu donc la visite ce matin du colonel-major Ibrahim Fane, chef d'état-major de l'armée des terres. Correspondance au Seydou Traoré. C'est une mission de routine que le chef d'état-major de l'armée de terre a effectuée ce jeudi au centre d'instruction Boubacar Sarassi de Koulikoro. Cette fois-ci, il était question de constater l'effectivité du démarrage de la formation du 4e bataillon. Le groupement tactique interarmes Balanzan et galvaniser davantage les 700 soldats à 3 semaines et demie de formation. Dès l'entame de son périple, colonel-major Ibrahim Fane a eu droit à une explication détaillée sur les acquis des 2 premières semaines. Les besoins, le niveau des équipements cités par les encadreurs ont actualisé la base des données du visiteur. C'est là au bonheur de l'armée malienne. On sent bien que l'État malien a fait un véritable effort pour équiper ce GTIA et en personnel et en équipement. Il reste quelques petites choses à ajuster, mais ça va se faire dans les semaines à venir et nous sommes très confiants. Pratiquement le personnel est sur place, voilà, les installations sont sur place, même si bien sûr ça reste à parfaire. Donc le personnel d'encadrement est disponible, mais surtout, voilà, les jeunes sont motivés et prêts à être formés. Donc ce qui est le plus important. Donc nous sommes prêts à recevoir les instructions, peut-être, et puis à l'issue,
être opérationnels pour être déployés et faire quelque chose dans la sécurisation de notre pays. La deuxième étape de la visite du colonel-major Fane a concerné la zone de vie du bataillon Balanzan. Ici, l'hôte a fait un tour dans la cuisine, puis inauguré le parcours des 20 obstacles réalisés par l'EITM. Et après un rappel sur le bien fondé de cette mission européenne de formation et le professionnalisme que les bataillons Waraba, Helou et Sigui mènent sur le terrain, colonel-major Ibrahima Fane s'est adressé aux soldats. C'est très contraignant, c'est très fatigant, parce que je sais que depuis 2006, beaucoup d'entre vous ont fait plusieurs tours sur le terrain. Ne considérez pas ces fatigues. Ces fatigues sont à vos honneurs. Les gens viennent, ils s'en vont. Mais nous sommes chez nous. Qu'on soit à Kidal ou qu'on soit à Kaï, on reste au Mali. Et tant que ce Mali est menacé, vous serez appelés à y être quelque part. Selon le chef d'état-major de l'armée de terre, la réussite de 4 bataillons conduira aux sorties des négociations entre l'EITM et l'hiérarchie militaire à la formation de 4 autres GTA. Demain 13h, Mohamed Touré, Inch'Allah, on se retrouve pour le 20h. Et puis, merci de visiter le www.ortm.ml. Bon week-end.